Bonjour Monsieur Vignat, Bonjour, merci de me recevoir chez Paris Aéroplace. je vous en prie. Donc vous êtes délégué général adjoint de Paris Aéroplace. Avant de revenir sur votre parcours de manière globale, est-ce que vous pouvez définir un peu votre rôle et expliquer ce que c'est Paris Aéroplace? Alors Paris Aéroplace est une association loi 1901 créée en 1993 et qui est chargée à la fois, de représenter, les grands acteurs, établis à Paris, donc les grandes entreprises, qu'elles soient du secteur financier ou du secteur, autre que financier, et de promouvoir, un bon développement de leurs activités à Paris, en France et même à l'international. Donc on va revenir plus en détail voilà, sur votre rôle actuel et peut-être voilà, pour débuter, on va revenir sur votre formation, sur vos débuts. Alors comment est-ce que vous commenceriez cette histoire? Comment a commencé cette histoire? Eh bien, mon histoire, elle a commencé, lorsque j'ai rejoint la Banque de France en 1996. Donc là, j'ai commencé, 5 années de contrôle bancaire. C'était une époque où, le système bancaire, en France en particulier, avait connu, beaucoup de difficultés ou certaines difficultés et donc les autorités publiques avaient souhaité que, ce contrôle comptable et prudentiel soit davantage, renforcé. Et donc j'ai travaillé, d'abord à la commission bancaire, qui était adossée, à la Banque de France, qui a été remplacée en 2010 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et ensuite j'ai fait 3 ans, de contrôle sur place, c'est-à-dire à l'inspection générale de la Banque de France, pour inspecter les établissements de crédit de l'intérieur. Et vous aviez toujours eu envie de travailler à la Banque de France ou il y a eu une opportunité? Il y a eu une opportunité, la réussite d'un concours. OK, J'ai toujours été intéressé par, l'économie et la finance et donc d'accord. j'ai été très heureux de rejoindre la Banque de France parce que la Banque de France, on y reviendra peut-être, c'est, une institution qui offre énormément d'opportunités en termes professionnels, pour, de jeunes diplômés, en termes de diversité de parcours. Donc voilà, le contrôle bancaire, fut ma première expérience, très, très enrichissante puisque, bien évidemment, les questions prudentielles sont très peu connues, en tout cas à l'époque, elles étaient très peu connues, de la plupart des étudiants. Les questions de ratio prudentiel avaient une dizaine d'années d'âge, le ratio Cook, c'est la fin des années 80, ratio de solvabilité et donc pour, tous les jeunes actifs qui ont pu à ce moment-là travailler sur ces questions prudentielles, bah, c'était extrêmement enrichissant parce que nous apprenions beaucoup, non seulement lorsque nous faisions le contrôle sur pièce à la commission bancaire, mais sur place plus encore au sein des établissements de crédit en France, dans les territoires, dans les régions françaises et à l'étranger, puisque les grandes banques françaises avaient, un réseau international et ont encore plus aujourd'hui un réseau international très important. Et c'est vous qui avez choisi le secteur du «contrôle bancaire» entre guillemets ou on vous a affecté à cette C'est une affectation, en fonction du classement profil aussi? du profil, De candidat? et du profil du classement, j'imagine, que de la part du gouvernement de la banque. Et donc à cette époque-là, quels ont été les défis en fait liés à ce secteur-là de contrôle bancaire? Et ben les défis, c'était s'assurer que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les spécialistes en valeur du trésor, les caisses d'épargne et toute la diversité des établissements, avaient une maîtrise des risques suffisante pour, répondre aux objectifs de stabilité financière, respecter bien évidemment la réglementation qui s'est, continuellement précisée, C'est renforcée, bien sûr, mmh. et donc il s'agissait d'éviter, ce que d'autres pays ont bien davantage connu que la France, c'est-à-dire un accident, Mmh. bancaire. Donc là, on est à la fin des années 90. Oui. Le système bancaire en Europe, se porte mieux, du fait de ces différentes réglementations qui se mettent en place progressivement, notamment le contrôle interne et donc il s'agissait de voir, dans une équipe dirigée par un chef de mission, que cette réglementation, était correctement appliquée. Et donc si vous devez comparer le contrôle bancaire peut-être aujourd'hui et celui dans les années 90 voire 2000, comment est-ce qu'il a évolué? Quels ont été les grands changements? Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a un système en Europe, avec une supervision unique conduite par la Banque centrale européenne pour les plus grandes banques. Donc, il s'est bien évidemment
renforcées, à la hauteur de toutes les dispositions réglementaires qui depuis ont été mises en place. Hem Surtout depuis 2008, vous diriez? Oui, mais je pense que, enfin, ce que nous observions déjà à la fin des années 90, c'est le fait que les risques de marché étaient bien davantage suivis qu'ils ne l'avaient été au cours des années, enfin, les années antérieures, puisque les activités de marché des établissements étaient plus porteuses que les activités bancaires traditionnelles de crédit, Mmh. sujettes à risque et donc il s'agissait de bien s'assurer, surtout vu ce qui se passait, dans d'autres juridictions, que les établissements français n'avaient aucun travers dans leur gestion et dans leur maîtrise des risques. Et aujourd'hui, si vous deviez, un peu expliquer, et faire découvrir à peut-être des personnes qui nous écoutent, la notion de contrôle bancaire, aujourd'hui, c'est quoi les grands principes qui s'appliquent, liés à ces crédits? Bah, alors, le contrôle bancaire aujourd'hui, il a des dimensions qui se sont, considérablement diversifiées. Vous avez bien évidemment les risques de crédit, les risques de marché, les risques opérationnels, par exemple en termes informatiques ou de cybersécurité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus intéressant dans la mesure où les compétences exigées, se sont, considérablement, renforcées, diversifiées, elles sont variées. Et et l'aspect, international est encore plus fort puisque, par rapport à il y a une vingtaine d'années, le caractère international de ces établissements, est plus fort. Ce qui signifie d'avoir une vue ce qui exige d'avoir une vue encore plus générale, d'un réseau bancaire et également peut-être ce qui est important, c'est de voir toute la coopération qui s'est mise en place, qui se mettait déjà en place avec d'autres régulateurs et d'autres superviseurs. C'est-à-dire qu'une banque qui est implantée en France, elle a, des ramifications ailleurs en Europe Mmh. ou, en dehors de l'Europe. Il est important que tous les superviseurs puissent librement échanger, et confronter, leurs analyses. Et comment comment se déroulent, en fait, finalement, toutes ces je sais pas si c'est des négociations autour de nouveaux ratios, ou autour de nouvelles, méthodes de contrôle, enfin de supervision? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que du en s vous appliquez, enfin, vous énoncez des règles, vous édictez des règles et qu'ensuite elles vont devoir s'appliquer dans les banques, qu'on traditionnelles, peut-être, qu'on connaît. Comment est-ce qu'on gère cette relation-là entre la Banque de France et les banques, dites traditionnelles qui, elles, ensuite vont octroyer des crédits, Alors, vous avez des règles internationales qui sont recommandées par le comité de Bâle, et qui sont, selon les juridictions, correctement, rapidement appliquées ou pas. En Europe, une fois ces recommandations internationales édictées par le comité de Bâle, vous avez un 1er niveau, le niveau donc au niveau Union européenne, où vous avez des règlements, des directives, des actes délégués. Donc c'est à la fois la Commission européenne, le Parlement et le Conseil qui, se mettent d'accord pour établir des règles qui sont ensuite précisées par des autorités de supervision, donc l'Autorité bancaire européenne. Donc ça, c'est la partie régulation. Puis après, il y a la partie supervision mmh, qui est c'est une phase ouais. complètement différente et donc la supervision, elle est assurée en France par l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui là, diligente, des missions en accord avec la BCE et en partenariat avec la BCE pour les plus grands établissements, avec donc, des enquêtes, des inspecteurs, des chargés de mission, et leurs équipes qui s'assurent au sein des établissements que les règles édictées, sont bien respectées. Et donc vous allez évoluer, de poste au sein même de la Banque de France. Comment ça se passe, cette évolution au sein de cet, établissement? Alors, effectivement, la chance que j'ai eue à la Banque de France, c'est de pouvoir, après ces 5 années de contrôle bancaire, faire tout à fait autre chose. J'ai été économiste statisticien international à la direction de la balance des paiements, puis j'ai été économiste international en charge des économies étrangères et ensuite encore, je me suis occupé de la zone euro, du diagnostic conjoncturel en zone euro. Donc là, sur des postes davantage d'économiste et c'est aussi extrêmement intéressant parce que donc ça, on parle des années, 2002 à 2010 à peu près. Hem, Évidemment en pleine crise financière et un peu avant la crise financière, à un moment donné où la zone euro se met en place et donc étant intéressé par l'économie internationale et également les aspects de balance des paiements qui sont très importants parce que
quand on travaille dans le secteur de la finance, quand on est économiste, il faut savoir remonter un petit peu en amont Mmh. pour savoir de quoi l'on parle précisément. Il est très important, avant d'avoir un grand discours, de connaître la définition des termes et le fait d'avoir fait un peu de statistique, ça permet hem, d'ouvrir ces boîtes statistiques où l'on définit précisément, comment est construite une balance des paiements. Certains disent: «La balance des paiements est déséquilibrée». Non, une balance des paiements, c'est toujours équilibré. Donc quand on parle d'un déficit, Mmh. de quel déficit est-il question? Et comment des documents qui sont ensuite donc commentés par le secteur financier, par les économistes, sont-ils établis? Donc ça, c'était très important de faire ce travail de remontée de la chaîne, si j'ose dire, hein, depuis les déclarants, les entreprises, les établissements de crédit, les banques, qui déclarent des opérations internationales pour pouvoir ensuite correctement les interpréter. À la fois sur des statistiques bancaires et puis sur des statistiques, plus commerciales, et donc voilà, j'ai occupé, 3 postes, d'économiste ou d'économiste statisticien, très intéressants pour comprendre, et présenter, au gouvernement de la banque, au gouverneur, aux sous-gouverneurs, quelle était la situation économique d'un continent, enfin de la zone euro plutôt, et de contribuer, à la définition d'une politique monétaire, puisque le gouverneur de la Banque de France, participe, à cette définition de la politique monétaire. Et quand on est économiste et qu'on doit, donner, une appréciation finalement de la situation de la zone euro, qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi les peut-être les grands métriques, Alors, la politique monétaire, elle est basée sur un diagnostic qui est extrêmement large, qui fait appel à quantité ouais, d'indicateurs j'imagine. et dans le périmètre que je devais suivre, figurait l'économie réelle. Donc, ce qui était important, c'est d'avoir, à un moment donné, une vue sur à la fois les indicateurs récents et les prévisions que nous faisions, les prévisions de PIB, de croissance économique, d'inflation. Ah, vous faisiez partie de cette équipe-là qui, Voilà, qui faisions, pour la France, la zone euro et certains grands pays, Allemagne, Italie en particulier, des prévisions de PIB et d'inflation, qui sont ensuite, on va dire partagées et complétées, notamment sur la partie finances publiques, par d'autres collaborateurs de la Banque de France et qui sont présentés au gouverneur. Donc ce qui est important, c'est d'avoir à la fois une vue sur, que disent les indicateurs qu'on appelle hard, c'est-à-dire la croissance du PIB, la production industrielle, les ventes au détail, les exportations et puis l'inflation, bien évidemment, et puis les indicateurs qu'on appelle parfois soft, c'est-à-dire basés sur des enquêtes, le climat de confiance, hem, ce que pensent les consommateurs, les chefs d'entreprise, et qui sont publiés, en amont par rapport aux indicateurs dits ouais. hard, qui eux demandent davantage de temps. Le PIB est publié à fréquence trimestrielle, alors que les indicateurs de confiance le sont mensuellement. Donc ce sont des indicateurs dits avancés, qui permettent d'avoir une meilleure vue, de ce que peut être la conjoncture à quelques mois d'horizon et donc de réagir aussi vite que nécessaire lorsqu'une décision doit être prise. Parce qu'une fois que vous, transmettez ce rapport-là, finalement au gouverneur, qu'est-ce que le gouverneur en fait de cette information-là? Il la communique directement, à l'é enfin, au chef d'État, qui ensuite va mettre en place, des certaines mesures et cetera? Alors, Comment que ça moi marche? je au sein de la Banque de France, les informations sont transmises au gouverneur, au sous-gouverneur, qui participe ensuite au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et ce conseil des gouverneurs définit la politique monétaire. Par ailleurs, ces informations sont utilisées par, le gouverneur, les sous-gouverneurs et les directeurs généraux de la Banque de France dans le cadre des échanges, que ces personnalités ont avec à la fois les autorités publiques, nationales, européennes, internationales, avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres élus, notamment le parlement français, le parlement européen, et tout contact utile, les médias et le grand public, puisque c'est très important que, les étudiants, les Ouais. jeunes actifs, les actifs moins jeunes et tous, enfin les consommateurs aient tous une vue la plus précise possible, la plus fraîche possible, de la conjoncture pour, prendre de bonnes décisions de consommation, d'épargne et parfois d'investissement, d'embauche. Et à travers ces 3 expériences, dites, d'économiste, hem,
Quel enseignement vous en avez tiré? Bah, c'est un enseignement qui est extrêmement utile que de voir concrètement, ce qu'est l'économie. Mmh. Lorsque vous êtes étudiant, Ouais, bah, oui. vous avez en tout cas moi, j'avais une vision qui était principalement livresque Oui, c'est toujours. et c'est ce enfin en livresque en tout cas, qui au départ est théorique. On vous enseigne ce que d'illustres économistes, ont pu penser et vous êtes confronté aux données. Vous essayez d'établir un lien entre le PIB et l'inflation, par exemple, ou entre la confiance et la consommation. Et c'est quelque chose qui est extrêmement motivant parce que vous mettez de côté, en tout cas pour ce qui me concernait, vous mettez de côté, assez largement de côté, beaucoup de bagages théoriques que vous pensiez bien établis et vous regardez les faits, les chiffres tels qu'ils sont. Mmh. Donc ça, c'est le premier intérêt, d'être extrêmement concret. Le deuxième intérêt, c'est de se sentir utile pour participer à une décision collective, à la prise d'une décision collective. Dans la mesure où, ce que vous faites sert l'intérêt général, ça n'est pas, je dirais, un seul intérêt intellectuel personnel que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui est transmis, qui doit être étayé, qui doit être crédible pour pouvoir être utilisé. Et donc c'est très responsabilisant que de se dire: «Je participe à une discussion, Oui. avec évidemment les meilleurs experts, pour, faire valoir un point de vue, présenter une situation économique ou financière à des personnes qui prendront des décisions éminemment importantes, pour la zone euro». Mmh. Et d'ailleurs, durant votre expérience au sein de la Banque de France, est-ce que vous avez rencontré des figures, vous parlez de figures, peut-être des mentors au sein de cette, institution-là qui vous ont, inspiré, qui vous ont aidé? Nous avons travaillé toutes les personnes économistes, qui préparent les conseils des gouverneurs rencontrent, les gouverneurs de la Banque de France, donc et les sous-gouverneurs bien évidemment. Donc ce sont des échanges extrêmement riches parce que, ces personnalités ont une habitude, des questions importantes qui sont évoquées dans ces réunions internationales, et donc savent, mettre l'accent sur les points qui sont les plus cruciaux dans une analyse et qui, en tirent toutes les conséquences utiles ensuite pour, prendre une décision de taux d'intérêt ou, de politique monétaire en général. Mmh. Donc suite à ces 3 expériences dites économistes, vous allez ensuite, il y a ensuite vous décidez ou je sais pas comment ça se passe exactement, de sortir de la Banque de France pour ensuite rejoindre l'AMF, c'est ça? Avant l'AMF, j'ai eu un autre poste, à la direction de la stabilité financière, juste après la crise financière OK. de 2008-2009. Ah, c'est intéressant peut-être revenir sur cet épisode-là, je sais pas comment ça s'est passé, au sein de votre, Eh bien, là, c'est aussi une opportunité puisque, la Banque de France, incite vivement, ses cadres à diversifier leurs expériences professionnelles. Donc là, je me suis occupé, d'un service qui s'appelait Service des relations avec la place et de gestion de crise. Donc, relations avec la place, il s'agissait de, là aussi, après la crise financière de 2008-2009, mieux analyser la réglementation, du point de vue de la Banque de France, sous l'angle stabilité financière. Et puis gestion de crise, parce qu'à cette époque-là, j'ai participé à un groupe qui s'appelle le groupe de place Robustesse, qui, toujours du point de vue stabilité financière, mais notamment sous l'angle cyber, faisait des tests de place pour, évaluer la robustesse des institutions financières en cas, par exemple, d'attaque cyber. d'accord. Donc, réglementation, robustesse, donc, très intéressant que de voir la stabilité financière non plus sous l'angle macroéconomique, les indicateurs que j'évoquais précédemment, mais sous l'angle que prévoient les règles financières, la réglementation financière. Ces règles sont-elles adaptées, à l'évolution des métiers, hem, aux institutions qui se développent, qui ont fait peser des risques, très importants sur le système financier mondial, quelques années plus tôt et faut-il les adapter ou pas? Donc là, c'était un poste aussi particulièrement intéressant parce que nous étions en relation, avec l'AMF, ce qui explique la suite, de Mmh. mon parcours, D'accord. mais aussi, d'autres types, d'institutions, le Trésor en particulier. Et donc ensuite, il y a ce passage-là, à l'AMF, donc vous devenez chef économiste. Oui. Hem, comment est-ce que
comment est-ce que se déroule cette transition-là, hem, vers finalement ce nouveau poste? Alors, bah, écoutez, là, ce poste à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, c'est l'autorité qui, protège les épargnants et dicte des règles applicables aux institutions qui font appel, public à l'épargne et qui régule également, beaucoup d'institutions financières, les sociétés de gestion, les infrastructures de marché et cetera. Donc là, j'ai été effectivement chef économiste, directeur, d'une division qui s'appelait études, stratégie, risque. Et là, donc, quittant la Banque de France, travaillant pour une autre autorité, indépendante également, autorité, indépendante qui avait pour, et qui a toujours pour mission de s'assurer que, les risques sont bien identifiés sur le système, en matière, financière, et qui peut-être m'a permis davantage encore de participer à des travaux européens et internationaux. C'est-à-dire que, j'ai eu la possibilité, au niveau européen, de participer à des réunions faites par l'ESMA, qui est l'Autorité européenne, des marchés financiers, enfin qui, supervise les marchés financiers et l'ESRB qui est, alors j'ai oublié le European Supervisory Risk Board, donc excusez-moi d'avoir oublié l'appellation française exacte, mais qui est le Comité européen du risque systémique, voilà. Ah, ouais. Avec des personnalités extrêmement marquantes puisque, je participais au nom de l'AMF à des réunions. Alors c'est encore, excusez-moi de ces anglicismes, c'était le General Board, donc le conseil général, avec Mario Draghi, avec Marc Carnet, et voilà, avec des personnalités qui, comptent ou ont compté beaucoup. Et là, vous avez, dans ce comité européen du risque systémique, le SRB, qui existe évidemment toujours à Francfort, vous avez, des représentants, des superviseurs bancaires, des superviseurs de marché et vous vous assurez des banques centrales évidemment et vous vous assurez que, d'un point de vue horizontal, holistique, Mmh. les risques sont d'une part correctement, identifiés et d'autre part correctement maîtrisés. C'est-à-dire maîtrisés sous le double angle qu'on évoquait tout à l'heure, à la fois la régulation, est-ce que les règles sont pertinentes et est-ce que si les règles sont pertinentes, elles sont correctement mises en place? Donc beaucoup de discussions à un moment, donc là on était en 2000, j'aurais dû réviser, hein, 12, non? 2012-2014, voilà, c'est ça. Heu, à un moment donné où l'Union européenne a beaucoup développé, renforcé, plus que d'autres régions du monde, plus que les États-Unis ou l'Asie par exemple, je dirais l'arsenal réglementaire. Ouais. On a eu beaucoup de textes, on a parlé de MiFID, on a parlé, ou de régulation bancaire, beaucoup de textes, qu'il fallait calibrer. Parce que donc vous avez le texte de niveau 1 en Europe, hein, régulation pas, règlement, directive et puis ensuite vous avez les actes délégués pris par, l'une des 3 autorités européennes, EBA, ESMA et EIOPA. Hem et puis vous avez, la façon dont les autorités nationales compétentes, appliquent, ces règles-là. Donc différents niveaux, concertation, dialogue, beaucoup d'échanges internationaux. Et puis à un niveau français, eh bien, là aussi vous avez une responsabilité particulière parce que pour l'AMF, pour le collège de l'AMF, vous devez vous assurer que, vous présentez la situation économique, financière, d'un point de vue à la fois de protection des investisseurs, de stabilité financière, de façon exhaustive et de façon précise. Et donc, hem, je ne l'ai pas indiqué, mais depuis l'origine, quand vous rentrez dans un établissement, enfin, quand vous occupez un métier, quel qu'il soit, je pense que ce qui est important, c'est à la fois d'être le plus professionnel possible, mais le plus clair, pédagogue possible. C'est-à-dire que, vous devez avoir un discours, vous devez avoir une présentation des faits et de vos propositions d'action qui soient bien évidemment exactes, mais qui soient intelligibles pour quelqu'un qui n'est peut-être pas spécialiste. Et donc c'était là aussi particulièrement intéressant, que de devoir, faire face à ces défis dans un monde extrêmement changeant puisque, Ouais. la crise financière avait eu un impact tel,
qu'il fallait absolument, avec l'équipe de cette division, établir le meilleur diagnostic possible en échangeant avec, toutes les autorités nationales, européennes et internationales, nécessaires. Et de plus, vous étiez dans une période ensuite qui en 2012 avec la crise de la zone euro et cetera. Oui. J'imagine que ça a été un sacré défi? Ça a été un défi, alors on en reparlera peut-être après puisque, après il y a eu d'autres défis. Moi, c'est vrai que, la crise des dettes souveraines, 2011-2012, là aussi c'est une crise, mais comme on en avait eu, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Enfin, j'évoquais, les déboires du système bancaire français au début des années 90. Vous avez eu, des crises financières en Asie du Sud-Est à la fin des a et en Russie, Mmh. ou dans certains pays d'autres pays émergents fin des années 90. Heu, la crise financière bien évidemment, la zone euro à ce moment-là. Donc là, ce qui est assez notable, me semble-t-il, c'est, on met en place, les autorités internationales mettent en place le G20, le Conseil de stabilité financière, le Financial Stability Board, pour justement rapprocher les régulateurs Mmh. qui peut-être avaient travaillé, trop en silo, de façon isolée, trop indépendante et pas assez conjointement. Et par ailleurs, à ce moment-là, commence à poindre, l'idée que pour une banque centrale, ce qui est important, c'est non seulement le mandat qui lui a été fixé de stabilité des prix, mais c'est aussi stabilité du système tout court. Et donc l'objectif de stabilité financière est devenu très important par rapport à l'objectif de stabilité des prix. Notamment lorsque dans certains pays, vous avez un risque de conflit potentiel, en tout cas, entre la stabilité des prix et la stabilité du système financier. Vous pouvez avoir une stabilité des prix qui se fait, au détriment de la stabilité du système financier et inversement. Lorsque vous souhaitez défendre ou soutenir un système financier, ça peut porter atteinte, à court terme en tout cas, à la stabilité des prix. Donc là, avoir une concertation, une coordination internationale, c'est absolument décisif pour éviter une mauvaise décision qui pourrait avoir, par, effet de transmission de choc, un impact international extrêmement négatif, un impact réel, pas simplement un impact nominal dans la sphère financière, mais un impact sur l'économie. Ça, vous allez conseiller certaines mesures pour un pays, par exemple, pour éviter que ça ait un impact sur un autre pays, de la zone euro? Alors on ne moi je ne conseillais Oui. aucun pays, mais nous alertions, les autorités qui le savaient pertinemment de ce que pouvait signifier tel ou tel risque, tel ou tel scénario. Évidemment, vous faites, personne ne connaît l'avenir, mais vous essayez de dire quel est le scénario central. Mmh. C'est ce que nous faisions d'ailleurs quand lorsque j'étais économiste. Vous faites un scénario central et puis vous dites: «Bon, bah, il y a un risque que Plus. notre prévision centrale soit erronée et que les ménages consomment plus ou moins, que ce que nous pensons, que les entreprises investissent plus ou moins et donc il y a des risques à la hausse ou à la baisse sur la croissance, sur l'inflation et cetera. Lorsque vous occupez du système financier, vous pouvez dire: «Voilà, il y a telle zone qui est une zone à fort développement avec des risques pour la stabilité financière. Assurons-nous collectivement que cette sphère de risque, est correctement régulée. Mmh. Donc, faisons des questionnaires, par exemple, échangeons des informations, assurons-nous que rien n'échappe à la vigilance des régulateurs et une fois ces règles établies, assurons-nous que les superviseurs ont tous les moyens nécessaires pour que ces règles soient correctement appliquées». Ce qui est un défi parce que évidemment, selon les pays, vous n'avez jamais, la même diligence, les mêmes ressources, les mêmes compétences, pour, superviser, des entités qui, d'apparence, présentent les mêmes risques, les mêmes profils de risques. Donc c'est vraiment un travail collectif où vous devez dialoguer avec vos pairs pour dire, «Nous en France ou en Europe, nous avons identifié ceci. Qu'en est-il chez vous? Est-ce que vous avez identifié d'autres risques? D'accord. Est-ce que les règles édictées, à l'échelle internationale, vous paraissent pertinentes? Les appliquez-vous ou pas?» Et donc, en fait, votre travail se concentrait initialement sur la France quand même et après vous échangez avec vos pairs, Enfin, ce qui arrive à la France, dépend
dans une très large part Oui, de ce qui se passe en Europe et dans le monde, ouais. puisque le secteur financier étant international, européanisé, il faut toujours avoir une vue précise sur, des mouvements, des informations, des données qui nous viennent des États-Unis, d'Asie ou d'autres pays. Donc, ça n'est nous évidemment ce que nous regardions in fine, c'est, quelles en seraient les conséquences pour, la France, pour ce qui concerne à ce moment-là, le mandat de l'AMF, mais aussi en concertation avec les autres autorités françaises, toujours, la Banque de France, la CPR, le Trésor, mais aussi, nos homologues européens et internationaux. La SEC américaine, les autorités britanniques, la Mmh. Commission européenne et cetera. Donc l'intérêt de travailler, dans une autorité, publique, c'est cet aspect européen et international parce que vous avez des contacts extrêmement fréquents, avec vos homologues et c'est extrêmement enrichissant. Donc vous aviez, on va dire, une concertation plutôt forte avec les autres pays de la zone euro Oui. et comment se passait cette concertation avec avec, par exemple, les États-Unis ou avec d'autres pays du monde? Via des groupes de travail, et puis, via des Vous contacts. pouvez sentir des différences en fonction des pays qui sont en proximité ou à l'écoute et cetera? Oui, enfin des différences, oui, au sens où, institutionnellement, le paysage est différent, le paysage réglementaire est différent entre les États-Unis et par exemple la France. Vous n'avez pas les mêmes autorités aux États-Unis et en France. Les États-Unis sont un État fédéral, donc vous avez la SEC, la FDIC, vous avez différentes, autorités, au niveau fédéral et puis vous avez les États fédérés, ensuite. Vous avez la CFTC aussi, au niveau fédéral. En France, le paysage est un peu différent, donc ce qui est important, c'est d'identifier qui fait quoi, Mmh. dans tel ou tel pays. Idem en Allemagne, en Italie, pour savoir, quels sont les sujets que vous pouvez évoquer avec tel ou tel, homologue. Donc en 2015, il y a un nouveau tournant. Oui. Donc vous prenez, le poste de chef économiste à l'agence France Trésor. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est l'agence France Trésor et nous expliquer finalement comment est-ce que cette opportunité-là s'est présentée? Alors, bah, écoutez, l'agence France Trésor, c'est, une direction du Trésor qui, gère la dette de l'État et la trésorerie de l'État, et donc, c'est, une entité qui a été créée, à la fin des années 90 dans sa forme actuelle et qui a un rôle éminent puisque, avec l'élévation tendancielle, du niveau de la dette publique française, avec le rôle, là aussi très important qu'ont pris, les agences de notation, il est très important évidemment, là aussi, vous le comprenez bien que, l'État français puisse s'endetter dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec les taux d'intérêt les plus raisonnables, les plus bas possibles. Donc, là, mon rôle était, heu, bah, d'échanger avec ces agences de notation, enfin de participer à l'échange que les autorités françaises avaient avec ces agences pour, leur indiquer quelle était la trajectoire, prévue pour les finances publiques, quel était le scénario macroéconomique de référence utilisé. Échanger avec la direction générale du Trésor, en particulier les autres économistes, qui participaient et qui définissaient ce scénario, et puis, échanger avec les investisseurs internationaux qui achètent, les titres de cette dette, publique française via des roadshows, c'est-à-dire se Mmh. déplacer à l'étranger ou des reverse roadshows, c'est-à-dire accueillir les investisseurs qui viennent à Paris, prendre des nouvelles de cette situation, économique, française pour leur délivrer un message. Là aussi parfaitement transparent, objectif sur la façon dont nous analysions, la situation française. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que personne ne cède aux sirènes, alarmistes ou alarmantes qui pouvaient poindre dans telle ou telle presse, française ou pas et répondre par, des éléments, tangibles, objectifs donc, qui avaient vocation à dépassionner le débat. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'en 2015, il y a cette même énergie autour de la question de la dette?
Ah, vous avez toujours une énergie même quand les eaux semblent calmes, vous ne savez jamais, comment ces eaux peuvent évoluer. La situation, puisqu'on évoquait, la crise des dettes souveraines, dans les années passées, elle était aussi très intéressante, cette période 2015-2016 puisque, on a eu, un changement à la tête de la Banque centrale européenne, une inflation négative, une Mmh. inflation faible, négative ensuite et des taux d'intérêt qui sont passés en territoire négatif. Il fallait absolument sauver la zone euro, et donc avec des instruments de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif qui n'avaient jamais été mises en place et qui ne l'ont jamais été aux États-Unis. Aux États-Unis, vous n'avez jamais eu les taux d'intérêt négatifs et donc la zone euro était un laboratoire de politique monétaire qui a été, extrêmement utile pour, restaurer cette compétitivité et cette attractivité, de la zone euro, redonner confiance aux investisseurs et ne pas céder à la panique Mmh. et donc maintenir des conditions d'emprunt pour la France, à des niveaux, tout à fait acceptables. Donc là, vous avez à nouveau j'ai eu à nouveau, la chance de vivre une période où et c'est ce qui fait l'intérêt de tel poste, c'est-à-dire que là encore, vous travaillez pour une autorité, là, c'est le Trésor, après, l'AMF et après, la Banque de France ou la commission bancaire. Vous travaillez pour un intérêt général qui est évident, Ah c'est-à-dire oui. vous devez minimiser la charge que le contribuable aura à payer pour rembourser, un stock de dettes qu'il faut continuellement, refinancer et donc ça suppose aussi de présenter une vue de la situation économique et financière qui soit crédible. Puisque lorsque vous voulez être économiste, professionnellement, vous vous rendez compte qu'en ouvrant, n'importe quel journal ou en allant sur des sites internet, vous avez quantité de diagnostics. Oui. Ce qui est important pour vous, c'est, heu, proposer ce qui vous semble être, un juste milieu ou en tout cas un bon diagnostic qui évidemment, tiennent compte de ce qui peut être publié, notamment parce que les, spécialistes en valeurs du trésor nous indiquaient, parce que les investisseurs internationaux nous indiquaient également, mais aussi sur la base de votre expérience. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les indicateurs qu'il vous paraît plus pertinent de regarder? Et quel est le bon diagnostic que vous devez défendre auprès de ces agences de notation ou auprès des investisseurs? Donc là, c'est être critique, mais dans le bon sens du terme, d'être constructif, proposer une vue qui soit la plus honnête possible. Mais in fine, vous cherchez quand même à défendre la «France» entre guillemets. Vous cherchez que le ça les la notation, enfin finalement la note ne baisse pas. C'est souvent l'objectif. Heu, Lorsqu'une note est dégradée, évidemment, c'est une décision qu'une agence de notation prend, heu, Qu'elle prend toujours après vous avoir rencontré. oui, sauf en cas De crise. enfin, voilà, la réglementation permet aux agences de notation, de revoir, cette notation sans avoir fait un tour de piste auprès des parties prenantes, lorsque la situation l'exige. Mais effectivement, vous avez en début d'année un calendrier de publication des notations, par les grandes agences qui en principe est suivi, sauf donc, accident ou, Mmh. événement, imprévu et donc vous avez cet échange. Donc l'objectif, nous évidemment, ça n'est en rien de cacher, une Oui. situation, mais c'est simplement de présenter les choses telles qu'elles nous paraissent, heu, les plus sincères, enfin la façon dont on pense devoir examiner la situation. Et donc, certes, admettre certains faits qui peuvent être, douloureux pour un pays, mais aussi regarder les efforts qui sont faits pour corriger ce qui doit l'être et tenir compte également des succès, de politiques passées. Donc c'est cet échange, très enrichissant, très très exigeant parce que vous avez évidemment, des experts, qui connaissent, très bien la situation française. C'est cet échange que vous devez porter, pour être reconnu comme un interlocuteur valable. Et vous alliez voir combien d'agences en général? Ce sont les agences qui viennent. D'accord, et combien de d'agences viennent vous voir en général? Bah, vous avez les principales, je ne vais pas les nommer, mais Et vous avez comment est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être des fois la divergence
dans la notation en fonction des agences? Alors, les agences ont toute une méthodologie qui est sur leur site internet. Certaines, sont attentives à des points que d'autres considéreront comme, moins importants. Certaines se focalisent sur, je pense, le plus court terme. D'autres regardent, des variables plus structurelles, de long terme, ce qui explique la variété des analyses, et la variété des décisions. Et enfin sur, peut-être revenir sur les roadshows des investisseurs, qui sont les grands investisseurs, qui achètent finalement la dette française? Alors, vous avez ces informations, mises à jour tous les mois sur le site de l'agence France Trésor. Je vous incite à regarder son bulletin mensuel. Ce sont tous les acteurs du système financier, à la fois français et internationaux. Donc il est très important d'avoir un dialogue avec les banques, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs, français, mais aussi, tous les fonds, hedge funds et autres, fonds souverains internationaux qui, ont besoin de titres de dette qui soient liquides. C'est ça qui est important, c'est que ce sont des titres, liquides et donc le programme d'émission que publie l'agence France Trésor permet cette, prévisibilité, D'accord, cette liquidité avec des souches, d'OAT qui sont régulièrement, alimentées, avec évidemment de création de nouvelles souches, de nouveaux titres, mais une très grande diversité, en termes de taux, en termes, d'échéances et aussi avec, la volonté d'avoir, des titres indexés sur l'inflation, et un programme d'émission vert. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup attiré les investisseurs internationaux que de voir cette ouverture, à des titres divers qui ont toujours été, reconnus pour leur grande qualité. Et donc c'est ce dialogue que nous devions maintenir pour pérenniser une telle attractivité. parce que si, les investisseurs n'achètent pas de la dette française, ils vont se tourner vers quoi? La dette d'un autre pays? Le risque, si vous avez une mauvaise compréhension ou une mauvaise décision prise, par telle ou telle autorité d'un pays, c'est qu'effectivement, oui, vous avez le risque que certains investisseurs, aient une certaine méfiance vis-à-vis de ces titres et en achètent d'autres et donc vous le payez par un écart de taux, ce qu'on appelle le spread qui peut s'écarter, qui peut augmenter, ce qui veut dire des finances publiques plus sollicitées pour, faire face au remboursement. Donc vous devez maintenir cette liquidité, cette attractivité, cette prévisibilité du programme d'émission en France. Avec cette expérience-là que vous avez eue, aujourd'hui, voilà, si on la situation a évolué entre 2015 et 2025. Quel est votre regard sur la situation actuelle avec votre bagage professionnel? Sur la situation oui, de l'agence Ouais. France Trésor aujourd'hui, ah bah, les professionnels qui y travaillent et avec qui nous continuons d'échanger, font un travail qui est remarquable puisque vous voyez qu'avec, l'incertitude, mondiale, avec les décisions prises par la nouvelle administration américaine, il est plus que jamais nécessaire, et les taux d'intérêt négatifs ayant vécu en zone euro, il est plus que jamais nécessaire d'avoir, un programme de réforme en France qui permette de maintenir, la soutenabilité, des finances publiques françaises. Donc plus que jamais, un très grand professionnalisme, une très grande transparence, une grande rigueur dans cette gestion et de la trésorerie et des programmes d'émission est nécessaire. Ouais. Parce que, vous devez vous assurer que les finances publiques, françaises, sont dans un état, de soutenabilité qui permettra de rembourser, à moindre coût les titres émis. Mmh. Donc ensuite, il y a une transition vers le privé, donc vers HSBC en 2016. Pour cette transition du public au privé, et quel défi vous a attiré en rejoignant HSBC? Bah, l'intérêt, c'est ayant travaillé pour une banque centrale, pour, une autorité de marché, pour une administration, le Trésor, heu, changer d'environnement dans un environnement donc privé. Là toujours, chef économiste France du groupe HSBC, c'était, à certains égards, un poste qui était,
assez proche de ce que j'avais fait précédemment puisque là, lorsque vous êtes chef économiste ou économiste dans une banque, bon, bah, vous devez présenter aux clients de cette banque, la situation du pays en question. Donc là, toujours la France, mais aussi lorsque vous avez la chance de travailler dans une grande banque internationale, les clients, surtout que lorsqu'ils sont en France, ils vous demandent pas simplement quelle est la situation française, ils Mmh. vous demandent alors qu'est-ce qui se passe au Japon, aux États-Unis, en Argentine, dans tel ou tel pays émergent ou développé. Et donc là, l'intérêt d'être économiste dans un établissement international, c'est d'abord toujours de travailler en équipe, c'est-à-dire, le diagnostic que vous pouvez formuler pour la France, les prévisions que vous pouvez faire de PIB et d'inflation, de même, là encore, elles sont en fonction de ce que vos collègues économistes sur l'Allemagne, sur le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne proposent. Il faut que vous ayez un diagnostic d'équipe qui soit cohérent, pour les États-Unis, bien évidemment. Donc ça veut dire mettre ensemble, un diagnostic, enfin, échanger sur quelle est la trajectoire de court et moyen terme, quels sont les risques que l'on identifie et qu'en résulte-t-il pour la zone dont vous avez la responsabilité? Mmh. Et ce qui est aussi là, intéressant, c'est une fois que vous avez publié une recherche, c'est l'expliquer, à des investisseurs qui, là aussi, ont un degré de connaissance très très divers, de la France, des États-Unis, de la Chine, du Japon et cetera. Et donc, moi, ce qui m'intéresse et ce qui continue de m'intéresser, c'est la capacité à pouvoir dire très simplement des choses qui le sont moins, en ayant, un un langage, une présentation qui s'adapte en fonction du degré d'expertise qu'a votre interlocuteur. Il y en a qui seront très intéressés par la façon dont vous faites des prévisions et il y en a d'autres qui, vous interrogeront sur d'autres aspects de votre diagnostic ou qui passeront plus de temps sur, les États-Unis, sur la Chine, que sais-je, et peu sur la France. Donc là, travailler dans un établissement international, mais c'est vrai pour, bien d'autres métiers que celui d'économiste, c'est apprendre à travailler avec des cultures et des centres d'intérêt, je dirais, qui sont très très variables. Lorsque vous échangez avec quelqu'un qui est basé en Chine, aux États-Unis, il ne verra pas la situation française de la même façon et il ou elle pourrait être intéressé par le regard que vous portez sur, les États-Unis ou la Chine. Et c'est cet échange qui est très, très passionnant parce que vous avez véritablement l'impression d'être dans un monde interconnecté, où l'information circule très vite, mais où parfois les idées acquises demeurent. Mmh. Et donc ce qui est important, c'est de veiller à ce que les bonnes idées, dans tous les sens, circulent et à cette époque-là, en plus, vous imaginez bien que, 2017 a été une année très importante pour, tous ceux qui ont travaillé sur la France, puisqu'on a eu, les élections présidentielles qui ont suscité beaucoup de débats au sein du secteur financier, et donc parmi les économistes, puisque lorsque vous avez une élection pour un économiste, c'est une zone d'incertitude. Vous ne savez pas, qui sera élu, quel sera le programme, quelle sera la politique budgétaire, fiscale, la politique économique au sens large et donc, bah, vous devez, sur la base des informations dont vous pouvez disposer, donc essentiellement les sondages, dessiner des possibles. Scénario central, scénario possible à 20, scénario à 10 et cetera et en fonction en amont de ces élections présidentielles puis législatives, informer le marché ou en tout cas, disons, non pas le marché, ce serait prétentieux, mais les interlocuteurs avec lesquels, vous êtes en échange régulier, de la façon dont vous voyez le possible en France émerger. Et ce que ça peut signifier en termes de solde budgétaire, en termes, de dépenses publiques, d'impôts, de soutien à la consommation, et cetera. Donc là aussi, ce qui est intéressant, je pense, le métier d'économiste, il a ceci de passionnant, une fois qu'on a donc bien enfin, heu, bien après, les années universitaires, c'est de se dire, finalement, l'économie, elle change tous les jours. Tous les jours, vous avez un nouveau taux d'intérêt à 10 ans et même toutes les minutes ou toutes les secondes. Donc c'est à la fois, désarmant
mais c'est passionnant parce que vous apprenez sans cesse. Vous apprenez sans cesse et vous avez enfin, en tout cas, vous moi, j'ai eu la chance d'avoir, des échanges avec, des personnes issues de beaucoup de secteurs, publics, privés et c'est cette diversité de points de vue qui vous aide à être, plus crédible, et mieux informé. Donc c'est intéressant avec toute cette expérience-là, votre parcours en tant que quoi qu'économiste, chef économiste et cetera. Je me dis que ça peut être une intéressant que vous reveniez sur l'épisode qu'on est en train de vivre actuellement avec, toutes les mesures qui ont été prises par l'administration américaine et peut-être avec votre œil d'économiste, d'abord nous expliquer sur quel fondement ou, si on peut appeler ça des fondements, en fait, sinon, s'applique ce nouveau paradigme américain, aujourd'hui? Ça, c'est une question difficile. Mmh. Un président, une autorité est élue sur la base d'un programme. Elle peut après s'en écarter ou pas. Ce que nous observons aujourd'hui, bien évidemment, c'est, des mesures tarifaires, pas simplement tarifaires, mais en tout cas des mesures qui, essentiellement tarifaires aujourd'hui, perturbent complètement le paysage économique mondial, qui concerne également la réserve fédérale américaine puisque, le président américain a tenu des propos sur, le président de la réserve fédérale américaine. Donc évidemment, cela crée, pas simplement aux États-Unis, mais au niveau mondial, une incertitude que personne n'apprécie ou en tout cas que peu d'acteurs apprécient. Certains acteurs financiers savent faire face, à un niveau d'incertitude élevé, mais pour, la majorité des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, des consommateurs et même les autorités publiques, il est extrêmement difficile d'avoir des décisions, donc pour un consommateur de consommer, pour un chef d'entreprise d'investir et d'embaucher et pour une autorité publique, en matière, par exemple, d'orientation d'une politique économique ou, en matière budgétaire, d'avoir des décisions qui vous paraissent pouvoir tenir sur la durée. Puisque là, ces décisions, étant susceptibles d'être rapidement remises en cause outre-Atlantique, vont demander, une adaptation, de votre part. Donc, beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, un niveau supérieur exigé en termes de réactivité, ce qui suppose là des échanges encore plus nourris. Bien évidemment, en France, en Europe et si possible au niveau international. Mais avec les difficultés que l'on sait puisque lorsque vous avez un partenaire qui change d'avis ou qui prend des décisions que vous n'anticipiez pas, il est difficile de savoir, quelle, crédibilité accorder à telle ou telle décision, à tel ou tel propos. Donc, ce qui signifie concrètement, bah, une croissance qui, est plus faible, une croissance économique qui mondialement est plus faible et une inflation qui risque, d'en être affectée. Après évidemment, des droits de douane plus élevés, ça veut dire en principe davantage d'inflation, mais si vous avez moins de croissance économique, vous pouvez aussi avoir, surtout lorsque les prix des matières premières baissent, vous pouvez aussi avoir un peu moins d'inflation. Donc tout ceci n'est guère apprécié par, des autorités telles que, le Fonds monétaire international, par exemple, d'autres, l'OCDE. Et pour les acteurs de la place de Paris, pour les établissements qui sont basés en France, là aussi, c'est un climat qui est peu propice à la prise de décisions, longues. Donc, un besoin d'information, d'échange et de vues qui s'en trouve éminemment renforcé. Donc combien de temps vous restez chez HSBC? 5 Presque 5 ans. et donc ensuite vous rentrez chez Paris Roblas, c'est ça? Oui. Donc voilà, là on va passer à la seconde partie de notre podcast. Donc finalement, on va revenir sur votre rôle actuel. Mmh. Hem, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les voilà, vous avez expliqué en début de po vous avez expliqué en début de podcast ce qu'était, Paris Europlace, mais peut-être concrètement, quelles sont vos missions au quotidien, et vos objectifs? Alors Paris Europlace est une organisation qui donc, regroupe les grands acteurs économiques, basés pour l'essentiel à Paris, en Île-de-France C'est des banques. et en France. Alors à la fois le secteur financier, effectivement, banques, compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs, infrastructures de marché D'accord.
également des entreprises non financières, des entreprises du CAC 40, D'accord. et puis d'autres intermédiaires, qui participent à cet écosystème, des cabinets d'avocats, des consultants, heu, ainsi que les autorités publiques, la Banque de France, l'AMF, l'ACPR, le Trésor. Et donc quel est notre rôle? Notre rôle est d'abord, heu, d'essayer de renforcer cet écosystème. C'est-à-dire de faire, venir à Paris, et ça a été particulièrement, utile, après le Brexit, des Mmh. établissements qui n'imaginaient pas qu'à Paris, on pouvait, se développer, dans d'aussi bonnes conditions, que c'est le cas. De Donc plein de banques, hein, sont venues, exactement, pendant le théâtre. exactement, Ouais. tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est le premier objectif, l'attractivité. Un peu comme, j'avais eu l'occasion de le faire précédemment, c'est-à-dire présenter un diagnostic de l'attractivité de la France qui soit honnête, qui soit à jour, qui ne soit pas passionné. Mmh. Et une fois que ces établissements, sont, à Paris ou en France en général, s'assurer que le cadre des affaires, c'est-à-dire la réglementation au sens le plus large possible, est adapté. Et là, ça veut dire examiner chapitre après chapitre, je dirais, quels sont les pans de la réglementation qui comptent. D'accord. Donc évidemment, en ce qui concerne les banques, les assurances, les gestionnaires d'actifs, les avocats, de plus en plus, l'économie numérique, le monde des cryptoactifs par exemple, s'assurer que en France et donc très souvent comme il s'agit de réglementation européenne, dans l'Union européenne, les règles qui s'appliquent, sont adaptées. Qu'est-ce que ça veut dire adaptées? C'est-à-dire qu'elles permettent d'avoir un bon équilibre entre, certes, l'objectif de stabilité financière, de protection des investisseurs, il ne s'agit pas de faire prendre n'importe quel risque, à l'épargnant, mais aussi favorise la compétitivité des acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas, une banque française qui soit soumise à des règles qui seraient complètement ignorées par, une consoeur américaine. D'accord. Heu et que, outre cet objectif de compétitivité, l'innovation technologique, soit encouragée à Paris. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de frein inutilement mis, heu, à, à l'inventivité, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on parle intelligence artificielle, est-ce que ou lorsqu'on parle cryptoactifs donc, est-ce que la réglementation qui s'applique en France, venant pour l'essentiel, de l'Union européenne, est toujours adaptée? Et c'est particulièrement difficile parce que les métiers de la finance évoluent D'accord. sans arrêt, les pratiques, les risques, les besoins et comment s'assurer que des textes, par définition figés, en tout cas figés un certain temps, sont toujours pertinents. Et ce qui fait l'intérêt d'une place et de Paris Europlace, d'une place financière, la place financière de Paris et de Paris Europlace en particulier, c'est ce dialogue parce que, mmh, heu, nous sommes la seule organisation en France qui permet d'associer, sous le même toit, les professionnels qui vivent la finance au quotidien Mmh. et les autorités françaises qui contribuent par leurs travaux européens à discuter et décider de la réglementation européenne. Nous avons aussi des échanges directs avec les autorités européennes, voire internationales, mais c'est cette confrontation entre les personnes qui vivent la finance et d'autres qui définissent les règles applicables à la finance, c'est cet échange qu'il faut organiser. Là aussi sur les aspects qui paraissent les plus essentiels pour que, chacun soit heureux puisque les autorités européennes, elles visent aussi à maintenir la stabilité financière, mais elles sont de plus en plus, ces derniers mois notamment, préoccupées par le fait que les règles doivent être simplifiées lorsque c'est nécessaire, allégées lorsque ces règles sont, peu intelligibles ou mal comprises et donc mal appliquées et aussi attractives puisque quand on voit l'incertitude aux États-Unis ou ailleurs, que cette, Union européenne soit une zone, de stabilité et de force, d'attractivité pour des investisseurs qui veulent concrètement, ce qui nous intéresse, c'est, heu, accueillir des investissements et donc des emplois et Des donc entreprises. développer, voilà, faciliter le financement de l'économie européenne, française, créer des emplois plutôt que de les voir,
se créent ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, c'est je en tout cas, je sais pas si à quelle mesure vous avez un lien, mais depuis quelques années maintenant, la France se place toujours, 1re, hein, dans l'attractivité en Europe, donc c'est que le travail, paye en tout cas. C'est un travail collectif, c'est un travail collectif qui, a commencé il y a de très nombreuses années, qui mobilise, un très grand nombre d'autorités, publiques et privées françaises puisque bien évidemment, les grandes entreprises françaises sont intéressées à ce que le territoire français demeure attractif en termes de prélèvements obligatoires, par exemple. Donc les messages que nos adhérents, entreprises financières ou pas, nous transmettent sont, bien évidemment également, heu répercutés auprès des autorités pour qu'elles en tiennent compte. Mmh. Et donc ça, c'est un travail de persuasion, d'échange, de confrontation, de diagnostic que nous menons quotidiennement, avec ces autorités. Et peut-être concrètement, pourquoi est-ce que Paris est un centre financier plus intéressant que Londres ou Francfort? Alors pourquoi? Bah, pour différentes raisons. D'abord, heu, vous avez la taille. On oublie souvent que alors à peu près, le tiers du PIB français, se fait en région Île-de-France. Mais ce PIB français, alors il est lié cette forte concentration de la richesse économique française dans la région Île-de-France tient pour une très large part à la centralisation historique du pays, mais permet, à Paris, à la région parisienne et à la place de Paris de peser plus que, par exemple, Londres et d'autres, D'accord. grandes métropoles européennes en termes de croissance économique et donc enfin, en termes de PIB, de valeur ajoutée et heu, l'intérêt d'avoir une croissance économique, un PIB très important, en région Île-de-France, c'est aussi le signe que vous avez, une très forte connexion entre la finance à Paris et les entreprises, c'est-à-dire les financeurs et leurs clients. Ce que vous n'avez pas dans d'autres pays où vous avez parfois plusieurs grandes métropoles. Lorsque vous avez un État fédéral, par exemple en Allemagne, tout est très, très, très éclaté. Donc concrètement, ça veut dire qu'une je sais pas, une banque qui s'installe à Francfort, en fait, pour aller voir ses clients, elle va devoir Vous avez placer voilà, OK. à Paris, vous avez de très grands acteurs dans les secteurs, de la banque, de la gestion d'actifs, de l'assurance, des grandes entreprises du CAC 40 aussi. Un point aussi très important, hem, je dirais même 2 autres, à Paris, c'est que vous avez une richesse des talents. Vous avez de très bonnes grandes écoles, de très bonnes universités, par des critères objectifs là aussi. Lorsque vous regardez, le classement de Shanghai, eh bien, vous avez Oui. les meilleurs, établissements de la zone euro, ils sont établis en France. Lorsque vous regardez le classement des Financial Times, les masters en finance, les 4 meilleures grandes écoles, sont françaises. Ça, c'est un classement mondial. Donc vous avez des talents et ça, c'est ce que les recruteurs ont besoin d'avoir, notamment le secteur financier. Il ne s'agit pas de venir à Paris et puis de se dire, «Bon, est-ce que je pourrais recruter?» Ça, c'est quelque chose qui distingue positivement beaucoup Paris par rapport à d'autres métropoles. Autre point important aussi, géographiquement, heu, Paris est central. La Ah, France est centrale, carrefour d'excellentes infrastructures. Ce qui nous est également dit, ça n'est pas moi je vous confirme ce que d'autres sources, indiquent, c'est que vous avez une très grande expertise des régulateurs. Lorsqu'un établissement a besoin d'avoir une licence, un agrément, souhaite se développer à Paris, il a besoin d'avoir un échange, d'égal à égal, je dirais, ou enfin peut-être pas d'égal à égal parce que ça n'est pas le même positionnement, mais en tout cas trouver des interlocuteurs de qualité pour, s'assurer que sa demande sera correctement et rapidement suivi des faits. oui. Et la qualité des autorités de réglementation et de supervision en France est très reconnue à l'international. Donc ces différents facteurs, la concentration, la taille, les infrastructures, les talents, bien évidemment toutes les réformes structurelles qui ont été faites, au cours, de la dernière décennie quasiment, pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, pour l'assouplir, pour, alléger, certains prélèvements obligatoires. C'est un travail qui est payant et donc, les En classements termes que financiers, aujourd'hui, on est plus attractif que la place de Londres, par exemple. alors après vous avez différents, je il est difficile de trouver
un critère, unique. En tout cas, vous avez certains indicateurs qui considèrent que Paris, au niveau mondial, est le quatrième centre financier, ce qui est un très bon résultat. Mais ce que nous disons régulièrement, aux autorités, qu'elles soient françaises ou européennes, c'est que, et chacun le sait, c'est que l'attractivité, c'est quelque chose qui est assez fragile. Oui, C'est un bien public, qui peut être, assez vite remis en cause si une mauvaise décision était prise. Et donc, c'est un sentiment, j'ai l'impression, la créativité aussi. alors c'est plus qu'un sentiment, Non, bah, oui, bien évidemment. c'est basé sur, des faits constatables, objectivement. Mais ce qui est important, c'est que l'attractivité demeure, heu, aujourd'hui et pour les prochaines années, un objectif central. C'est ce que beaucoup d'autorités considèrent déjà, on évoquait la Banque de France, l'AMF, le Trésor, mais il faut que toutes les autorités, y compris les autorités élues en France, lorsqu'elles prennent une décision, elles se disent: «L'attractivité d'une place, ça n'est pas quelque chose d'abstrait qui servirait à un ou 2 individus isolés, dans un établissement financier». Concrètement, ce sont des milliers d'emplois Oui, qui peuvent être créés ou déplacés et souvent de façon définitive, par rapport au pays dans lequel, ces emplois étaient. Donc concrètement, les décisions qui sont prises notamment, lors d'un budget, lors d'une loi de finances initiale, doit heu, prendre en compte, doivent prendre en compte parce que, et ça c'est un travail de pédagogie qu'il faut avoir parce que parfois on se dit: «Oui, mais là l'impact sera», enfin, certains pourraient considérer que l'impact d'une décision concerne une dizaine de personnes, non. L'effet de signal peut être, énorme. massif, Ouais. massif, et la crédibilité que, certains observateurs pouvaient accorder, aux autorités françaises s'en trouve là aussi, fortement négativement affectée, et il est toujours difficile de remonter la pente. L'attractivité, c'est un combat de très long terme, qui suppose une constance, qui suppose d'être basé sur un dialogue constructif et non pas sur l'affrontement. C'est-à-dire que nous, lorsque nous avons une quinzaine de groupes de travail, nous publions beaucoup de documents sur notre site internet, nous faisons des événements auxquels les autorités françaises, européennes, internationales sont toutes invitées. Ce qui est important, c'est d'avoir ce dialogue pour montrer que le diagnostic que nous établissons, il est basé sur des expériences concrètes, de professionnels. Ça n'est pas, quelque chose que nous inventons, c'est ce que les faits nous montrent. Oui, Et donc ce travail qu'on appelle de pédagogie, d'éducation, d'information, il est absolument nécessaire et il mobilise tous nos adhérents, et c'est pourquoi il est important que nous soyons les plus diversifiés en termes de métiers. C'est-à-dire que nous ayons à la fois des grandes banques mais aussi des fintechs, à la fois des comptables, des experts, cybersécurité. mmh. Donc là, récemment, par exemple, on a vu que, les acronymes, c'est PIF, c'est ça? Le fonds d'investissement, Public Investment Fund, exactement, donc va s'installe installe un bureau à Paris, d'Arabie Saoudite, Arabie pour, Saoudite ceux qui ne suivent peut-être pas l'actualité comme vous le faites. Arabie Saoudite. Comment est-ce que cet événement-là, finalement, peut-être est un reflet d'une vision, stratégique peut-être plus globale de Paris ou de la France, d'attirer ces entreprises-là du Moyen-Orient qui sont aujourd'hui peut-être encore rares en France? Alors, l'attractivité de la place de Paris, c'est un objectif partagé par, comme je l'indiquais, toutes les autorités françaises et beaucoup d'acteurs privés aussi qui souhaitent renforcer donc cet écosystème. Donc lorsque vous avez un établissement, public ou privé, qui s'établit en France, c'est une excellente nouvelle, Oui, parce que c'est créateur d'emplois, c'est créateur d'investissements, et c'est un signal que l'attractivité qui a été, travaillée, qui a été améliorée ces années récentes, l'est, et reconnue par tel ou tel acteur. Comme je l'indiquais, heu, une victoire, ça n'est jamais, suffisant, et ce qui est important, c'est de poursuivre l'effort, c'est de continuer à améliorer cette attractivité, parce qu'on a toujours du travail à faire pour que, les décisions qui seront prises par les autorités au cours des prochaines années confortent la trajectoire, déjà suivie, mmh, au cours du passé récent. Donc nous nous félicitons bien évidemment lorsque de telles décisions,
sont prises et donc Choose France est un excellent événement qui illustre, qui conforte Oui, les résultats déjà obtenus. Je dois dire qu'on essaie toujours de regarder plus loin, en se disant: «Que reste-t-il à faire?» Et donc là, c'est pourquoi, notamment en matière fiscale et en matière réglementaire, lorsque nous, promouvons telle ou telle analyse, lorsque nous faisons des recommandations et donc là, je ne sais pas si on en reparlera, mais pour l'Union européenne, il y a un moment qui est un moment charnière compte tenu de cette incertitude oui, américaine pour renforcer l'Europe et donc renforcer la France. La France est le principal est la exactement. principale place financière dans l'Union européenne. Donc plus l'Europe sera forte et compétitive et attractive, plus la France aura des chances de rester compétitive et attractive. Donc il faut que nous travaillions, à l'échelle européenne et pas simplement à l'échelle française pour que, heu, tel ou tel bon résultat aujourd'hui, qui se traduit par l'implantation de tel ou tel acteur, soit confirmé et que l'on ne se repose pas sur des lauriers qui, ne dureraient pas. Je suis d'accord avec vous, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment vraiment charnière avec l'incertitude, qui plane, autour des politiques américaines. À titre personnel, dont on avait parlé, sur on va dire l'initiative, coréenne. Il y a beaucoup de grands groupes coréens qui aujourd'hui, finalement viennent se renseigner du côté de l'Europe et donc de la France, pour se développer finalement, pour, développer finalement en priorité maintenant le marché européen et du coup le marché français avant de se finalement avant de revenir vers les États-Unis qui étaient initialement leur 1er choix. Paris Europlace fait des roadshows pour aller, proposer ses informations, ses services, à l'étranger et nous accueillons aussi beaucoup de délégations étrangères effectivement qui sont très intéressées par l'Europe, qui voient le nouvel agenda de compétitivité, de l'Union européenne. Vous avez vu que la Commission européenne avait publié, en début d'année, une boussole de compétitivité avec beaucoup d'initiatives réglementaires, attendues, ces prochains trimestres. Avec une union de l'épargne et de l'investissement, ce qui est important aujourd'hui, pour l'Europe, c'est de garder l'épargne qui est très abondante en Europe et de ne pas la voir, financer Oui. d'autres zones géographiques. Donc ce qui est important, c'est que l'épargne reste dans l'Union européenne et qu'elle finance des projets de long terme. Mmh. Donc nous, c'est pourquoi enfin un des chantiers que nous avons pour améliorer encore le financement de l'économie européenne et française en particulier, c'est allouer cette épargne européenne vers des besoins, vers les besoins des entreprises européennes et donc notamment les PME, les ETI qui n'ont D'accord pas accès au marché. et dans cette finalement c'est dans cette mission-là de promotion de Paris comme centre financier, est-ce que pour autant il y a une collaboration européenne Bien entre les sûr. différentes Oui, places, oui. Oui, nous avons un dialogue régulier avec d'autres places européennes, la City de Londres, et d'autres grands États européens, Allemagne, Italie. C'est très important pour, 2 raisons. Vis-à-vis notamment du Royaume-Uni, bien qu'ayant quitté l'Union européenne, c'est important de suivre, l'évolution des relations entre les 2 places financières. Quelles sont les initiatives que Londres prend pour, renforcer sa propre régulation? Est-ce que c'est, source d'inspiration pour, l'Union européenne et inversement? Et pour des pays qui sont déjà dans l'Union européenne, travailler ensemble pour améliorer ces règles européennes puisque, je l'indiquais, l'essentiel des règles applicables en France pour, toute l'économie, toutes les entreprises sont des règles européennes. oui, Donc plus nombreux nous serons, à dire aux autorités européennes: «Travaillons dans telle direction», plus efficaces nous pourrons être et convaincants, crédibles vis-à-vis de la Commission, du Parlement européen et du Conseil. Donc ce travail de persuasion, d'explication, il est plus efficace, lorsque, nous mobilisons des acteurs, mmh, d'autres États d'accord membres. et aujourd'hui selon vous ou selon finalement ce que vous entendez, ce que vous voyez, quels sont les grands chantiers à mettre en place, Alors au niveau européen, un des chantiers que nous avons, c'est la titrisation. La titrisation malheureusement, donc titriser, c'est pour aller vite, permettre à des banques de transformer en titres, d'où le nom, des prêts bancaires. C'est-à-dire libérer de l'espace dans un bilan bancaire et faciliter le financement de l'économie. Ce que nous observons, c'est que malheureusement, la titrisation a mauvaise presse, a une mauvaise image, en Europe.
Après la crise financière de 2008-2009, les autorités européennes ont excessivement durci la régulation européenne, alors que ça n'a pas été le cas aux États-Unis, par exemple. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que la crise financière, est née aux États-Unis. La titrisation de mauvaises créances bancaires y a joué un rôle très important. Et depuis 2008, les volumes titrisés, aux États-Unis ont toujours été supérieurs au niveau qu'ils avaient en 2008. Alors qu'en Europe, on faisait à peu près les mêmes on avait la même activité, qu'aux États-Unis et ensuite le marché européen s'est complètement effondré. Donc nous, ce que nous disons, c'est que, ça n'a pas de sens aux autorités européennes. Vous avez eu 3 excellents rapports en 2024, le rapport Draghi, le rapport Noyer, le rapport Letta, qui disent à peu près tous: «Il faudrait très urgemment que l'Union européenne trouve 800 milliards d'euros additionnels par an d'ici 2030 pour financer ses besoins, transition écologique, numérique, sans parler des besoins nouveaux en termes de défense, d'autonomie stratégique. Nous ne trouverons pas ces capacités de financement si des réformes très ambitieuses et rapides sont mises en place. Donc la titrisation, ça fait partie, et nous avons publié beaucoup de documents, un rapport très important sur notre site internet. Donc la titrisation, c'est un chantier. Parce qu'en fait, elle permet d'alléger le bilan, des banques qui ensuite vont pouvoir prêter davantage. Voilà, prêter davantage, aux acteurs et donc Et par exemple, je juste pour oui, rebondir, le fait que les banques traditionnelles prêtent moins, finalement, voient le développement du private credit, sur le côté. Comment est-ce que vous voyez est-ce que cette nouvelle forme de par exemple de prêt, est-ce que vous la voyez comme un avantage ou comme alors un si je peux pas ça n'est pas tant le fait que les banques prêtent moins, mais c'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît inconcevable, c'est qu'on ait des distorsions de concurrence qui perdurent depuis plus d'une décennie entre les banques selon qu'elles sont localisées en Europe, dans l'Union européenne et dans d'autres zones, notamment les États-Unis, qui ignorent complètement les recommandations du comité de Bâle. Heu En Europe, on est de trop bons élèves, on applique et parfois on applique trop, on applique donc mal des règles, qu'elles soient internationales, parfois qu'elles soient européennes, alors que d'autres pays les ignorent. Donc c'est cette distorsion de concurrence qui n'est pas admissible et qui fausse les règles du jeu et donc qui fausse le financement de l'économie européenne. Après, ce que nous souhaitons, c'est qu'en Europe même, on ait une grande diversité de moyens de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, 80 de la dette des entreprises, vient des banques. Aux États-Unis, c'est 2 fois moins, c'est même pas c'est 40. ça. Donc ce que nous aimerions, c'est qu'une entreprise, dans l'Union européenne, elle puisse avoir un accès plus facile à des moyens de financement qui soient adaptés à son profil de risque, à ses ambitions. Donc ça peut être un système intermédiaire, les banques, ça peut être un système désintermédié sur les marchés, ça peut être, le capital investissement. Heu c'est il y a ce qui est important, c'est qu'on ait plusieurs, sources de Et financement oui et et non pas, comme c'est le cas notamment en Allemagne, en Italie, où vous avez plus de 85 de la dette des entreprises qui vient du système bancaire. Donc lorsque vous avez une telle dépendance, oui. vous avez une fragilité. Parce que lorsque des banques, pour X raisons, souhaitent moins prêter aux entreprises allemandes et italiennes, bah, c'est un vrai souci. C'est moins le cas en France, mais notre objectif commun, c'est d'avoir des règles du jeu internationales qui soient, homogènes, sinon identiques, qui soient comparables, qui limitent et qui empêchent même toutes ces distorsions de concurrence que nous dénonçons auprès des autorités parce qu'elles ne sont pas acceptables. Parce que sinon ces entreprises-là, hein, soit qui ne peuvent plus emprunter finalement, soit finalement entre guillemets «elles meurent à petit Tout feu» à fait. ou sinon elles vont ailleurs. Alors effectivement, le risque, c'est que certaines entreprises qui ne trouvant pas de financement en Europe se disent: «Bah, je vais m'adresser à des investisseurs américains», par exemple, ou d'autres pays, se fassent racheter, ou pour, celles qui sont cotées, aillent se faire coter sur, d'autres plateformes et là, ça serait une perte de richesse. C'est une perte d'emploi, une perte d'investissement et donc c'est pourquoi l'attractivité, qui peut paraître un mot assez abstrait, a des conséquences éminemment concrètes lorsque, ben, vous regardez l'évolution d'un bassin d'emploi, lorsque vous regardez les performances économiques, de telle ou telle région, vous vous dites: «Bah, il faut absolument,
maintenir ces investisseurs, diversifier les sources de financement, garder l'épargne là où elle est et non pas, la laisser, et filer ailleurs. trop bien. On va passer à la 3e et dernière partie du podcast, donc c'est, une partie plus conseil, heu, parce que voilà, vous avez une longue carrière donc qui permet de voilà, en tout cas de donner votre avis. Hem, donc finalement, avec du recul et avec la carrière que vous avez eue, selon vous, quelles sont les compétences, primordiales à avoir pour réussir dans, le monde de la finance, slash économiste? Alors, je me permettrais même d'être encore plus large. Je dirais que quand on est lycéen, puisque maintenant il faut se préparer de plus en plus tôt à son orientation professionnelle, heu, moi j'inciterais Mmh. chacun, chacune à être, le plus curieux, ouvert possible. C'est-à-dire que, même si les injonctions pleuvent, de se spécialiser tôt en disant: «Que veux-tu faire? Oui, bah, oui. Où te vois-tu?» et cetera. Je pense que, ce qui changera encore plus par rapport à ma génération actuelle, c'est le fait qu'un actif, aujourd'hui, un jeune actif, il va devoir évoluer en termes d'employeur, en termes de métier parfois. Donc premier conseil à mon avis, c'est ne se fermer aucune porte. Alors évidemment, ça c'est peut-être facile à dire, il faut bien à un moment donné choisir, hein, et choisir, c'est exclure et hem, ça c'est un travail personnel à faire que d'exclure, les disciplines ou les voies professionnelles qui paraissent les moins intéressantes pour soi-même, pour Mmh. voilà. Donc lorsque vous êtes au lycée, je sais pas, vous avez, 8 disciplines, mettons, bah, Mmh. voilà, vous voyez Il y a quelles sont il y a déjà des des spécialistes. spécialisations. Mmh. Hélas, je Mmh. dirais, des spécialisations et Parcoursup qui après sanctionne le succès que vous avez ou pas dans C'est vos, ouais. heu, moi enfin, à titre personnel, moi je pense que c'est très important, d'avoir, cette curiosité et ce qui signifie, pour maintenir ces voies ouvertes, la soif d'apprendre. C'est-à-dire que, imaginez, vous vous spécialisez dans tel ou tel métier, vous ne savez pas si, le métier que vous avez choisi à 25 ans, sera toujours, porteur, 30 ans plus tard. Et donc, ce qu'il faut, maintenir, vive, c'est votre capacité à vous remettre en cause, à apprendre. Donc ça, c'est la capacité de travail, la curiosité, l'éveil, Mmh. le suivi de ce qui fait à la fois le bonheur de votre travail actuel, mais ce qui fait aussi le bonheur de personnes qui font un métier différent et peut-être vous disent: «Tiens, moi aussi je fais un métier différent, échangeons, est-ce que ce métier serait susceptible de t'intéresser?» D'accord. Parce que alors après chacun, voit midi à sa porte, mais ce qui me paraît très intéressant, c'est lorsque vous pouvez, j'allais dire, ne pas être économiste toute votre vie. Sauf à ce que vous soyez passionné. Mais si vous avez la possibilité, ou en tout cas de voir l'économie sous différents angles, c'est-à-dire, vous faites, heu de la statistique pour bien maîtriser les définitions des termes que vous allez présenter, qu'après vous dites: «Tiens, le PIB, la richesse, ça dépend aussi de telle ou telle réglementation qui s'applique à ceux qui créent la richesse». Lorsque vous avez élargi le spectre de votre, matière préférée, eh bien, je pense que c'est aussi un atout, très important et donc ce qui signifie que pour choisir sa voie, regarder le monde, suivre l'actualité. Je pense que, ce qui parfois, est vécu comme un vrai hiatus ou sinon un fossé entre, le moment des études et le moment de l'entrée dans la vie professionnelle, c'est ce gap, c'est cet écart entre ce que vous pensiez savoir, ce que vous avez appris et ce qui vous est demandé dans votre premier emploi. Et là, vous avez à la fois des compétences, techniques, mais vous avez aussi, une capacité d'adaptation. Et c'est ce qui fait là aussi, le partage entre des personnes qui, ayant un CV tel qu'il est, Mmh. peuvent réussir ou pas. C'est-à-dire, vous avez beau avoir un excellent CV, avoir fait les meilleures écoles, si vous ne savez pas vous adapter à ce qu'un employeur vous demande, eh bien, vous ne serez pas à l'aise. Et donc maintenir cette capacité d'écoute,
d'apprentissage, de curiosité pour être capable de relever de nouveaux défis, au sein de votre emploi, mais aussi pour envisager la suite de votre parcours, ça c'était absolument essentiel. Heu, Au XXe siècle, on avait le même métier toute sa vie. Moi, j'ai eu plusieurs métiers, voilà, et peut-être que les plus jeunes, de ceux qui nous écoutent auront plusieurs métiers successivement, au même moment plutôt, simultanément. Ah, Voilà, donc il faut être, je pense, le plus ouvert, à ces opportunités, pour, ne rien exclure. et à travers votre carrière, comme vous l'avez dit, vous avez changé plusieurs fois de métier, donc qui sont peut-être autant de moments déterminants dans votre carrière. Est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'il y a, comment je pourrais expliquer ça? Est-ce qu'il y a des finalement, il y a des manières de voir les choses qui ont guidé ces grandes décisions-là dans ces moments dans votre carrière? Lorsque vous changez de poste, vous devez prendre toutes les informations disponibles sur le poste que vous pouvez prendre, que l'on vous propose parfois ou pour lequel vous postulez. C'est très important, évidemment, si quelqu'un doit démissionner, de ne pas se jeter dans l'inconnu. Donc, hem, ce qui est important, c'est donc cerner quelles sont les attentes, discuter avec les personnes avec lesquelles vous seriez amené à travailler. Être certain que si vous quittez un poste, vous le quittez pour de bonnes raisons, que vous ne regretterez pas, Oui. que vous n'avez pas tout tenté pour rendre le poste, pour ne pas pour ne pas regretter que ce que vous avez fait dans votre poste précédent, ne vous satisfaisait véritablement pas. Et puis trouver peut-être aussi des personnes, auprès de qui prendre conseil. C'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience, qui ont, peut-être, eu le même parcours ou un parcours proche et qui peuvent, aussi, vous orienter ou vous donner, certains contacts pour poser d'autres questions. Enfin, il y a un point qui est intéressant aussi et enfin, je l'ai pas manqué, c'est vous enseignez parallèlement à votre rôle, professionnel. Qu'est-ce que l'enseignement, vous apporte, au quotidien? Pourquoi c'est important pour vous? Bah, c'est important parce que, là aussi, enseigner à des personnes qui, découvrent, une discipline, quelle que soit la discipline, c'est être capable et se rendre toujours capable de dire en termes, intelligibles, en termes simples, tout ce que votre parcours a pu vous apprendre. Donc c'est transmettre une partie de son expérience et deuxièmement, c'est aussi, heu, montrer que la matière enseignée, là en l'occurrence, c'est, déchiffrer la conjoncture économique. En quoi c'est important? En quoi c'est important, pas simplement pour, des postes d'économistes, mais je dirais même en tant que simple citoyen, si vous voulez comprendre ce que l'actualité vous dit. Oui. Si vous n'avez pas un bagage économique, suffisant, vous allez être, dépourvu de, bien des éléments nécessaires à la prise de décision et donc il ne faut pas que telle ou telle discipline et là, en l'occurrence, l'économie paraisse, un domaine, obscur, Mmh. compliqué, technique, alors que le rôle des enseignants, ou d'experts, c'est de rendre les choses plus simples, qu'elles ne semblent l'être aux yeux de certains et s'adresser à des étudiants qui, eux-mêmes, pourront répandre, une bonne parole peut-être, ça me semble important. Surtout lorsque, le diagnostic que vous faites et la façon dont vous enseignez l'économie ou dont vous parlez de l'économie ou du système financier change. Par exemple, lorsqu'on a eu le covid, pour un économiste, c'était un monde tout à fait nouveau. Les sources Oui. d'informations étaient nouvelles, donc là, c'était aussi très, très enrichissant. Plus vous avez un métier qui change, plus vous dites, bah: «Ce que je fais, c'est quand même extrêmement intéressant parce que, bah, Oui, bah, oui, évidemment. tous les jours, je peux avoir, de nouveaux éléments à partager». Donc on a l'habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Donc en l'occurrence, c'est vous. Est-ce que vous avez un dernier conseil, peut-être une dernière anecdote, un credo qui vous guide, que vous aimeriez partager, pour,
les jeunes, les moins jeunes, les professionnels qui nous écoutent, hein? Peut-être, 2 choses. Heu, D'abord le travail. Je pense que rien ne se fait sans travail et le travail, ça n'est pas le travail que l'on fait entre 18 et 23-24 ans. Le travail, c'est quelque chose qui se fait Mmh. jusqu'à un âge très avancé. Si l'on veut avoir, une carrière importante, intéressante, c'est en tout cas importante en termes de diversification d'expériences, riche en termes d'expérience et de contacts, c'est sans arrêt se remettre en cause et s'assurer que ce que l'on fait, on le fait correctement. Et la deuxième chose, c'est sans doute aussi avoir du courage, parce que le travail, c'est vite dit, mais c'est quand même, exigeant. Oui, Et donc ce qu'il faut avoir, c'est une très forte détermination à se dire: «J'ai les capacités, en travaillant, à accéder à un niveau de connaissance, de compétences que je n'imaginais pas». Je pars étudiant, je pars, bachelier, étudiant, je travaille et parce que j'ai du courage et que je suis déterminé, j'arriverai plus loin, en tout cas je l'espère et je vais y travailler tous les jours. Je vais, faire le nécessaire pour avoir cette satisfaction, ce plaisir de dire: «Ah, ça, c'est intellectuellement intéressant. Grâce au travail que j'ai pu, effectuer, grâce à cet acharnement parfois, j'ai appris des choses que je n'imaginais pas un jour, pouvoir acquérir et que après moi-même, je peux partager avec des plus jeunes ou avec d'autres, ou avec d'autres collègues». Voilà, le travail, le courage, il y a peut-être un second point, non? c'était ça. C'est sûr, très bien. Enfin, je peux réfléchir à d'autres Non, non, très éléments, bien, mais super. je pense que voilà, c'est ça, la détermination. Détermination, l'application et l'humilité peut-être aussi parce que la montagne est elle est Et haute. oui, c'est jamais terminé La aussi. montagne est effectivement Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, de m'avoir reçu, plaisir, merci beaucoup. J'espère que ça sera utile. je suis sûr et certain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.